Donc on est en format salon, hein, parce que sans PowerPoint, puisqu'en fait on va vous présenter une réflexion en cours. Aucune décision n'est prise, c'est quelque chose qui est vraiment c'est un travail qui est mené actuellement par un groupe de travail. Je vais peut-être, on va peut-être se présenter pour commencer. Delphine. Bonjour à tous et à toutes, Delphine Henry, je travaille pour la Fédération interrégionale du livre et de la lecture et je vais m'exprimer un peu comme une observatrice du travail que mènent les SRL. Cécile. Alors, Cécile Davrieux, je suis actuellement à la Bibliothèque municipale de Lyon, à la direction du patrimoine, et du coup là je vais m'exprimer comme un cas terrain, un retour d'expérience du terrain. Voilà. Donc Nicolas Morin, je suis directeur de l'ABES, et donc j'ai initié depuis l'ABES cette discussion. Et donc là, je vais intervenir à la fois en tant qu'établissement propre dépendant du ministère de l'Enseignement supérieur et aussi comme animateur d'une discussion plus collective. Marie-Odile Liliano, donc je représente le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le département diffusion des connaissances et documentation. Et nous suivons l'ABES, qui est notre opérateur, j'y reviendrai. Donc je suis plus particulièrement cette instruction sur le SUDOC PS et les PCP. Donc je peux démarrer, je vais dire peut-être un certain nombre de choses que pour toute ou partie, une partie de l'auditoire connaît peut-être déjà sur l'historique du SUDOC PS et de quel objet on parle, mais je vais quand même prendre quelques minutes pour décrire ça un petit peu, parce que je pense que c'est important qu'on ait tous entendu la même chose et qu'on ait le même point de départ. Alors juste avant de donner la parole à Nicolas, vous avez un titre d'intervention qui a été donné il y a plusieurs mois. Hein, c'est le propre de ces colloques qui s'organisent plusieurs mois à l'avance et qui, faut-il relancer les plans régionaux de conservation partagés de périodiques. Nicolas vous parle des SUDOC PS. Vous dites mais attendez, ils sont trompés et tout. En fait, c'est que vous allez comprendre quand, dans le cadre de la réflexion, et je passe tout de suite la parole avec Nicolas, un lien très fort s'est fait avec la question des plans de conservation partagés et la question du signalement. Voilà. Effectivement, mais ma mission à moi, comme vous allez le comprendre, est le signalement, et c'est le point de départ de notre réflexion. Donc le réseau SUDOC PS donc, est un réseau qui préexiste l'existence de l'ABES. Donc l'ABES elle-même, c'est le milieu des années 90. Le réseau SUDOC PS, là, dont on parle de signalement, c'est un réseau qui date de la seconde moitié des années 80. Qui a un découpage territorial conçu à cette époque-là, basé sur les anciennes régions, avec une ou deux exceptions en région PACA ou en Rhône-Alpes, où il y a des découpages selon les académies. Et donc ce découpage continue de prévaloir aujourd'hui, et pour l'Île-de-France, dans le contexte de l'époque, il est créé un réseau qui répartit les collections et les missions de signalement sur un découpage thématique. Donc on a un mix dans la création années 80 de découpage géographique du territoire et de découpage thématique en Île-de-France. La mission qui est donnée initialement à ce réseau est une mission de signalement qui n'est pas adossée à une politique documentaire spécifique. Il y a réellement, dans le contexte de l'époque, l'ambition d'un signalement exhaustif des périodiques dans les réseaux de l'enseignement supérieur recherche et dans les réseaux de la culture. Donc l'ABES en 1994, à sa création, récupère la mission de gestion de ce réseau, qui est donc à la fois une mission d'animation et de financement d'un réseau déployé dans le territoire qui a à charge le signalement local ou thématique, et de gestion d'outils de signalement, donc qui vaut jusqu'à aujourd'hui. Et le cadrage que je vous donne ici, on n'a en réalité jamais eu l'occasion de le réviser de façon significative depuis lors. Donc c'est encore le cadre politique général dans lequel on travaille aujourd'hui. De ce point de vue-là, ça n'a pas changé en principe. Par contre, ça a changé en réalité. Évidemment, le temps passant, la réalité s'est forcément adaptée, et on s'est progressivement, sur certains aspects, comme vous allez voir, un petit peu éloigné de ce qui était initialement envisagé.
Donc en tout cas, depuis le milieu des années 90 et le moment où l'ABS prend ça à charge, donc on a un réseau qui donc maintenant a une quarantaine d'années d'existence. Il y a 32 centres régionaux, donc qui se répartissent entre du thématique et du régional. Et c'est un réseau qui a une particularité très forte pour un opérateur comme l'ABS dépendant du ministère de l'Enseignement supérieur, c'est que sont déployés dans ce réseau, à part quasi égale en réalité, des bibliothèques de l'ESR et des bibliothèques qui sont au-delà du périmètre de l'ESR. Et donc, dans des proportions, voilà, on a 1200, je me suis mis un petit pense-bête, on a 1200 bibliothèques qui sont membres du réseau SUDOC-PS, qui sont des bibliothèques qui relèvent d'une façon ou d'une autre de l'enseignement supérieur recherche, mais on en a 1400, donc un tout petit peu plus, qui sont des bibliothèques municipales, des bibliothèques associées à des archives départementales, enfin, tout un cercle de bibliothèques qui va au-delà du réseau habituel et normal de l'enseignement supérieur. Ce qui rend évidemment le réseau complexe sous plein d'aspects techniques déjà, puisque la mission première de l'ABS, c'est de déployer des logiciels qui servent au signalement dans le périmètre de l'ESR. Donc les bibliothèques, vues de notre point de vue et dans notre vocabulaire, on appelle déployer, c'est-à-dire qu'ils participent à la globalité des actions de l'ABS. Celles-ci sont formées, ont les outils nécessaires pour travailler dans le contexte de l'ABS dans leur globalité. Et puis si on réfléchit en termes de cercle concentrique, à fur et à mesure qu'on s'éloigne du cœur institutionnel de l'ABS, on a été obligé progressivement de déployer des outils ou des réseaux, puisqu'on a du coup des acteurs intermédiaires dans les centres régionaux qui vont pouvoir travailler localement avec des bibliothèques, pour reprendre notre vocabulaire interne, non déployées, donc typiquement par exemple des bibliothèques municipales, qui ne peuvent pas directement travailler dans les outils de l'ABS. Donc il y a un effet de rebond sur des bibliothèques qui, pour nous, sont plus difficiles à saisir. Et donc c'est un élément de complexité, qu'il soit d'animation de réseau ou technique, de ce réseau en cercle concentrique. On subventionne les centres régionaux. Et on a fait, il y a 2 ans, une petite évaluation à la fois du coût que les établissements qui portent ces centres régionaux, qui sont aujourd'hui tous des établissements de l'enseignement supérieur, quels investissements ils font dans ce réseau, et nous on peut mettre en face les investissements que l'ABS fait, en gros les subventions qu'on leur envoie. Notre évaluation, c'est qu'aujourd'hui les établissements de l'ESR contribuent, quand on additionne les ressources qui consacrent les uns et les autres, à hauteur d'à peu près 20 ETP à l'animation de ce réseau. Et si on essaye de transformer ça en une masse salariale, ça représente à peu près 800 000 € qui est investi dans ce sujet d'animation des réseaux autour du signalement des publications en série. L'ABS subventionne ces centres régionaux. Alors il y a évidemment des variations régionales, mais en moyenne à hauteur de 20%. Donc évidemment, les établissements qui portent les centres régionaux, ils sont entre guillemets de leur poche, et c'est une contribution qu'ils font à la vie collective nationale du signalement très nettement. C'est donc assez faiblement compensé. Aujourd'hui, la difficulté qu'on a, c'est les conséquences de long terme de ce réseau historique. Et il y a une date qui est importante à avoir en tête, même si les effets n'ont lieu qu'ici, c'est 2010. La loi responsabilité université, donc la LRU côté ESR, donc qui donne une forte autonomie de gestion aux universités et au sein des universités, qui du coup a un effet de bord, alors je fais un raccourci très rapide, mais qui rapproche beaucoup les bibliothèques universitaires de leur université. Donc typiquement, pour faire un parallèle avec la lecture publique, les bibliothèques universitaires qui avaient un lien relativement direct avec la tutelle ministérielle, là deviennent vraiment comme une bibliothèque municipale au sein de sa commune, avec un lien direct, y compris de négociations budgétaires avec les présidences d'université, ce qui n'était pas le cas précédemment en réalité. Et donc cette loi de 2010 prend évidemment, comme toujours ce genre de situation réglementaire ou juridique, beaucoup de temps à percoler dans le système. Mais là, 14 ans après le vote de la loi, on en voit vraiment des effets très importants. Et il y en a un en particulier qui est vraiment central, c'est que la notion pour une bibliothèque universitaire qu'elle va travailler sur ses ressources propres a une mission nationale qui dépasse les missions de cette université spécifique devient progressivement, le temps passant,
de plus en plus difficile à défendre pour les directeurs des services communs de la documentation, donc des bibliothèques universitaires ou directrices, vis-à-vis de leur présidence d'université. Et donc nous, on en voit les effets progressivement, à la fois du delta qu'il y a entre les subventions envoyées par l'ABS et l'investissement de l'établissement et ce repositionnement institutionnel des bibliothèques universitaires qui non seulement institutionnellement se rapprochent beaucoup plus de leur université, mais aussi, et là c'est juste les évolutions du métier, consacrent beaucoup plus de leurs ressources à des objets. Ils ont besoin, comme beaucoup, de réallouer des ressources à de nouveaux objets qui se présentent à eux, typiquement dans le contexte universitaire, les données de la recherche, la documentation électronique, et donc la ressource nécessaire pour le signalement des périodiques va aussi diminuant dans les bibliothèques universitaires. Et quand on conjugue ces deux effets institutionnels et de réallocation des moyens, on a, à partir de la fin des années 2010, des bibliothèques universitaires qui commencent à trouver que l'investissement devient difficile à justifier. Et donc on a 2 premiers centres régionaux en 2019 qui rendent leur tablier et qui ne sont pas des moindres. La bibliothèque de la Sorbonne en Île-de-France arrête le portage du centre régional consacré aux thématiques SHS, sciences humaines et sociales, et l'université de Grenoble-Alpes, pour Rhône-Alpes, rend son tablier la même année. Et ça ne fait pas immédiatement, parce qu'on est entre guillemets sauvé par le Covid qui gèle un peu tout, dans le SR comme ailleurs, mais après Covid, ça redémarre, et donc là maintenant, aujourd'hui, on a 4 centres régionaux qui sont vacants. Et c'est une mécanique de conventionnement qu'on a avec les établissements qui portent des CR. Le conventionnement arrivait à échéance l'année dernière. On a réussi à convaincre tout le monde de signer un avenant d'1 an pour nous donner du temps pour réfléchir à ce qu'on allait faire sur ce sujet-là. Mais l'échéance du coup de cet avenant d'1 an, c'est la fin de l'année civile 2024. Et on a des alertes là cette fois nombreuses sur le fait que les anciennement 32, désormais 28 centres régionaux qui subsistent, un certain nombre d'établissements ne souhaiteront pas re-signer un conventionnement futur. Donc fin 22, début 23, c'est le diagnostic qu'on fait en interne auprès de l'établissement. Donc on a des échanges à ce moment-là avec le ministère de la Culture et évidemment avec notre tutelle directe au ministère de l'Enseignement supérieur. Et le choix qu'on fait à ce moment-là, c'est d'inscrire, parce qu'on est servi là pour le coup par un hasard de calendrier, l'ABS a un projet d'établissement sur 5 ans qui doit être renouvelé pour la période 2024-2028. Et donc ça tombe bien, entre guillemets, on a l'opportunité d'inscrire cet objet dont on parle aujourd'hui dans notre projet d'établissement. On ne souhaite pas l'abandonner, on souhaite trouver des solutions à ces difficultés. Et donc pour marquer le poids politique et l'importance de ce dossier pour nous, on choisit de l'inscrire dans notre projet d'établissement. Ce qui justifie aussi l'avenant et la patience qu'on demande à nos réseaux d'attendre 1 an qu'on arrive à réfléchir ensemble à trouver une solution. Et donc l'inscription dans le projet d'établissement 2024-2028 de l'ABS de ce sujet de qu'est-ce qu'on va faire de ces réseaux nous donne une petite marge de manœuvre. Et donc on a créé à ce moment-là, tout début 24, on a démarré un groupe de travail côté ESR et côté culture commun pour réfléchir à ce qu'on allait faire de ce réseau, comment on pouvait le redynamiser, parce que c'est quand même bien explicitement notre souhait, on n'est pas là pour fermer boutique, et quels étaient les enjeux qui existaient autour de ce signalement des périodiques côté ESR et côté culture qu'on pouvait mettre en commun, puisque c'est réellement un réseau commun, comme je vous le disais tout à l'heure, avec 1200 bibliothèques ESR et 1400 bibliothèques qui, pour leur grande majorité, relèvent du secteur de la culture. Et donc on démarre ce dialogue en janvier, et on est là maintenant, arrivé à la fin du semestre, à avoir quelques premiers résultats. Donc ça, c'est le premier élément. Le ministère de l'Enseignement supérieur, l'ABES, sont venus voir le ministère de la Culture en disant, voilà, il nous faut réfléchir sur l'avenir du réseau SUDOCPES, de ce catalogue collectif qui intéresse les bibliothèques municipales. Qu'en pense le ministère de la Culture? Comment le ministère de la Culture voit les choses? Bon, il se trouve que par ailleurs, de mon côté, moi j'avais une autre question liée au périodique, qui était les plans de conservation régionaux. Et ça tient à ma voisine, et pas seulement, aux structures régionales pour le livre, qui interrogeaient le ministère de la Culture en disant quelle est la stratégie du ministère de la Culture pour les plans de conservation partagés en région. Le ministère veut-il les relancer?
Le ministère considère-t-il que c'est un objectif de politique générale qui mérite un soutien? Ou à l'inverse, le ministère considère-t-il que ce n'est pas un objet de politique nationale? Je pourrais donner des termes plus directs. Voilà. Donc je vais peut-être donner la parole à Delphine, puisque à la question de l'enseignement supérieur sur l'avenir du réseau SUDOC-PS, la question incidente pour la culture qui est la place des bibliothèques de lecture publique dans le réseau SUDOC-PS, qui a entraîné une question très bête pour moi qui suis néophyte, c'est à quoi sert ce catalogue aujourd'hui? À quoi il sert? Pour qui? Pourquoi faire? Je pense que c'est la question de base qu'il faut poser avant de réfléchir à l'avenir de ce catalogue. C'est ajouter une deuxième question, et on a fait le lien autour de ces deux sujets. Pardon. Et je donne la parole à Delphine pour expliquer la problématique que se posaient les structures régionales pour le livre, et vous, puisque vous participez à ces plans régionaux, sachant qu'il y a aussi des plans de conservation thématiques côté enseignement supérieur et qu'on reboucle avec un autre sujet. Merci. Alors, en effet, donc, le sujet était celui de ces plans qui sont nés dans les années 90 et qui étaient en région des outils dont souhaitaient se doter des bibliothèques pour gérer leur collection de périodiques généralistes, en fait. L'enjeu pour ces bibliothèques était de s'organiser entre établissements pour constituer des collections de référence aussi exhaustives que possible, pour proposer un accès de proximité à ces collections, mais aussi organiser un désherbage raisonné, en fait, pouvoir questionner et gérer en fait cet enjeu du désherbage de ces collections de presse. Donc les structures régionales pour le livre ont été en fait associées à ces travaux et ont porté en fait cette mission de coordination de ces plans. Donc, et à partir des années 2000, en effet, les CR du SUDOC sont arrivés en copilotage de ces sujets-là. Et c'est ce qui aussi a assuré le socle depuis cette époque, le socle de ces plans, puisque lorsqu'on faisait ce petit point de préparation avec les collègues des agences, ce qui ressort très très fortement, c'est qu'en effet ces plans fonctionnent parce que lorsqu'il y a des correspondants régionaux du SUDOC en capacité d'apporter, de contribuer à ce copilotage. Alors je peux peut-être dire un peu où on en est aujourd'hui de ces plans. On a fait une petite enquête, alors à l'échelle du réseau de la FIL, donc pas tout à fait complète, mais presque, qui nous permet d'établir qu'aujourd'hui on a une dizaine de plans qui sont en fonctionnement. Alors on reviendra peut-être un peu plus tard sur comment vont-ils plus précisément, mais en tout cas ils existent, ils fonctionnent sur les territoires, et pour la majorité d'entre eux, au moins 6 d'entre eux, ils sont encore positionnés sur la presse généraliste. Et la presse généraliste, généralement vivante. Donc on est toujours dans cet outil de gestion des collections, avec toutefois, petit à petit, enfin progressivement, une notion de thématique qui s'est installée dans les plans. Alors ce matin, il était question de sport, notamment, pour certains axes. J'ai repéré dans les discussions entre les collègues qu'il y a beaucoup de questions de vin et de gastronomie dans les régions. Voilà. Ça peut être quelque chose d'intéressant à creuser. Et puis les titres de presse locale sont arrivés. Il y a au moins un plan qui aujourd'hui est 100% consacré à la presse locale. Mais pour le reste, en tout cas, ça peut être soit 100% presse généraliste, soit avec une ouverture à la presse locale. C'est vraiment des plans qui impliquent un grand nombre d'établissements. Dans le plan qui en mobilise le moins, il y a 15 bibliothèques et on va jusqu'à presque 50 bibliothèques mobilisées dans un plan régional. Donc c'est dire aussi la dynamique de coopération qu'il y a derrière. Et derrière, c'est plusieurs rendez-vous par an, enfin au moins un minimum un pour le suivi, et puis ensuite tous ces échanges qui ont lieu via les outils mis à disposition de gestion des plans. Il n'y a pas que des bibliothèques dans ces plans. Il y a aussi, on en a parlé plusieurs fois depuis ce matin, des services d'archives municipales, départementales, et une bibliothèque de musée,
dans un plan et des centres de documentation. Quant au titre, au nombre de titres concernés, là aussi on a une grande variabilité avec des petits plans qui démarrent à moins de 200 titres, mais ça dépasse 3000 dans une région. Là aussi ça vous donne une idée d'une envergure, mais très variable selon les territoires. Il faut aussi ajouter que certaines régions n'ont pas ou n'ont plus de plan. Donc c'est le cas en Île-de-France, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, où le plan s'est arrêté il y a quelques années. Et sauf erreur de ma part, mais peut-être que là quelqu'un corrigera ce que je vais dire, il me semble qu'en Normandie, il n'y a plus de plan. Là, il y a une vacance de poste en agence, et donc je n'ai pas tout à fait pu vérifier l'information. Elle est confirmée. C'est confirmé, je vous remercie. Oui, c'est ça. Oui, oui. Merci beaucoup. Donc avec toujours ce copilotage entre la SRL et le CR Sudoc, donc je le disais, pour ce qui est de la SRL, il y a l'organisation des réunions qui réunissent l'ensemble des partenaires du plan, une, parfois deux par an, l'organisation de comités de pilotage, la gestion des conventions qui engagent les établissements. Dans ce plan, la gestion des outils de gestion, des plannings, des listes de diffusion, voire même des gestions de transfert de collections entre établissements, avec un planning avec la mobilisation de l'agence pour très clairement transporter les collections d'un établissement à l'autre. Donc voilà la situation que nous qu'on a eu l'occasion de rappeler au moment où on démarrait ces réflexions. Donc des plans bien implantés, hein, je le redis, et on pourrait même aller jusqu'à questionner ce titre de relance, puisqu'il y a, avec des difficultés malgré tout, des plans qui existent bel et bien, qui jouent un rôle très important avec une dynamique de coopération, mais avec des contextes et des réalités extrêmement différentes d'un territoire à l'autre. Merci. Juste pour justifier mon titre, pour préciser le titre, c'était effectivement du point de vue du ministère, c'est très auto-centré. Quand on dit relancer, c'était en gros la question qui était derrière, c'est le ministère de la Culture veut-il relancer une politique nationale de plan de conservation. Politique nationale, ça veut dire qu'il y en a partout. C'est pas parce qu'il y a quand même des régions où il n'y a pas, il y a des régions où c'est mort. Donc soit c'est une politique nationale et c'est partout, soit c'est pas une politique nationale et chaque région fait ce qu'il veut, mais c'est plus une politique nationale. Donc en l'état, il n'y a pas de politique nationale. Des plans de ministère de la Culture assument le fait qu'il donne pas d'orientation en matière de conservation partagée des périodiques. Il l'assume sans fierté jusqu'à maintenant, et maintenant il assume d'assumer la question et d'y apporter une réponse dans les bras et de dire si oui pour lui ça fait sens qu'il y ait une politique nationale, et dans ce cas-là il faudra le relancer, d'où le mot relance, là où il n'y en a pas, parce que si c'est national il faut qu'il y en ait partout et que ça soit cohérent, sinon c'est pas une politique nationale, c'est la juxtaposition de politiques régionales qui ont leur intérêt mais qui ne sont pas coordonnées et qui dans telle région vont faire ça, dans telle autre région. Donc moi je suis pas en tenant des gosses plans à la soviétique où tout doit être aligné parfaitement, il n'y a pas de problème, je fonctionne très bien, une très grande liberté sur les territoires et autres, mais les mots ont un sens, et qui dit politique nationale, il y a national dedans, et donc il faut qu'il y ait au moins des grands axes qui soient appliqués partout pour qu'il y ait une politique nationale. Donc voilà, cette question est venue s'ajouter à la question initiale de Nicolas, et c'est le ministère de la Culture qui l'a portée, parce qu'il veut y apporter une réponse, hein. Il ne fuit pas les questions. Voilà. Peut-être, avant de repasser la parole à Marie-Odile, si elle veut donner quelques mots sur les plans de conservation partagés côté de l'enseignement supérieur. Avant, je vais peut-être donner la parole à Cécile, en enchaînement par rapport à ce que disait Delphine dans la présentation des plans, pour savoir comment Lyon, la bibliothèque municipale de Lyon, se positionnait sur les deux sujets, c'est-à-dire est-ce que la bibliothèque municipale de Lyon cataloguée dans le Sudoc, qu'est-ce qu'elle catalogue et pourquoi elle catalogue dans le Sudoc tel et tel type de périodique, et comment ça se passe en termes de plan de conservation partagée dans la partie Rhône-Alpes. Je ne dis pas Auvergne-Rhône-Alpes, je dis Rhône-Alpes, parce qu'il y a aussi une partie Auvergne.
Merci Jérôme. Alors oui, effectivement, je pense que je vais commencer au niveau régional pour décliner ensuite sur un cas d'établissement pour que vous puissiez vous projeter un petit peu sur une mise en situation. Puisqu'au niveau régional, on a un existant qui est assez varié, divers, et qui résulte d'autant de solutions locales que les professionnels ont trouvé un vrai besoin de conservation partagée des périodiques. Et du coup, ces solutions locales sont vraiment diverses pour suppléer un petit peu l'absence d'une politique nationale sur les périodiques, ce qui plaide effectivement pour une forme de mise en cohérence à la fois sur les PCP régionaux et pour permettre aux bibliothèques de prioriser leurs actions, de vraiment mieux les articuler avec les nouvelles actions de politique nationale, que ce soit sur l'arrivée du Conservatoire national de la presse, le plan national de numérisation de la presse ancienne, les évolutions en cours sur les DLI. Et donc voilà, il y a une pluralité d'actions qui mobilisent des moyens diversement, et effectivement cette mise en cohérence est un petit peu au cœur de questionnement d'un certain nombre de professionnels. Donc au niveau régional, en fait, on a une situation qui plaide aussi un peu en faveur peut-être d'une refonte ou d'une évolution du réseau, puisqu'on a un existant qui témoigne on a eu jusqu'à 5 plans de conservation partagée en Rhône-Alpes, 2 régionaux qui sont actifs, qui sont portés pour l'un par le Centre Sudoc PS d'Auvergne, qui le coordonne. Pour l'autre, il est coordonné par la structure régionale du livre, l'agence Rhône-Alpes et Lecture, sous l'égide de la DRAC, avec un comité de pilotage qui inclut bien évidemment le référent du Centre Sudoc PS. Et puis on a aussi 3 plans thématiques plus ou moins actifs. Donc un qui est particulièrement actif, qui est un plan chimie, qui n'est pas porté par un centre régional Sudoc PS, puisqu'il est porté par l'université de Lyon 1. Et le centre Sudoc PS est actuellement hébergé à l'université de Lyon 3 pour l'Académie du Rhône. Et pour l'Académie Grenoble, on a eu 2 plans thématiques actifs. Donc l'un qui est porté sur la physique, qui a été qui est reventilé ou qui est porté actuellement par l'Observatoire de Paris, et un autre sur l'italien qui est a priori non attribué à l'Académie de Grenoble, voire non actif. Qui relevait bien effectivement de Grenoble, mais qui n'est plus actif. Voilà, mais oui. Institutionnellement, il devrait être attaché à Grenoble. Voilà, donc on a une situation qui est assez disparate en fait et qui questionne un petit peu les professionnels, d'autant plus que ces plans, pour la partie Rhône-Alpine, il est monté, il a été constitué à la demande des professionnels, et donc il date un petit peu d'une certaine époque où le choix avait été de faire une approche thématique. Donc il y a actuellement près de 18 corpus pour près de 1640 titres, donc c'est quand même déjà un gros travail qui a été porté collectivement par près de 61 partenaires autour d'un binôme un peu socle, bibliothèque et services d'archives. Et ce plan, en fait, il était parti d'un corpus de presse générale. Donc petit à petit, il s'est gonflé d'autres corpus, sport, tourisme, géographie, et 2 corpus qui ont particulièrement fait, sur lesquels les professionnels se sont plus centrés depuis 2-3 années, qui sont les corpus histoire locale et presse locale. Voilà. Et donc ce sont les corpus pour lesquels la bibliothèque municipale abonde le plus, l'ABM porte à peu près 44% des titres qui sont conservés de façon partagée dans ce plan de conservation partagée, et près de 248 titres de la bibliothèque municipale de Lyon sont rattachés au corpus histoire locale et presse locale. Donc les professionnels sont effectivement dans une situation de questionnement depuis quelques années par rapport justement à l'évolution du DLI, au plan national de numérisation, au projet de conservatoire national de la presse, et du coup commencer à se repositionner sur ces 2 corpus, histoire locale, presse locale, qui ont été davantage abondés. Voilà, il s'agissait aussi de se questionner sur peut-être l'idée de passer sur des périodiques morts, non vivants, sachant qu'actuellement le plan portait principalement sur des périodiques vivants. Donc voilà, c'est une transition qui est déjà dans les esprits depuis quelques années et qui serait bon d'accompagner en fait. Et donc ça a un impact au niveau des établissements, effectivement, parce que je vous disais que l'ABM, elle contribue à ces plans, mais elle contribue pour des titres vivants.
C'est un établissement qui, comme quand même un gros établissement de conservation, et du coup se trouve déjà impliqué dans un certain nombre de réseaux et dans une pluralité d'actions, puisqu'elle se retrouve, donc elle est bibliothèque dépositaire du dépôt légal imprimeur. À ce titre, elle a la conservation de près de 15 800 titres de périodiques qui ne sont pas versés au SUDOC PS pour l'heure. Dans ces titres de périodiques, donc on a fait un petit calcul qui nous montre qu'on a à peu près 42% de ces titres sur l'actualité, le courant plus le rétrospectif, qui sont des titres qui ne sont pas déposés au titre du dépôt légal éditeur et donc qui n'existent qu'en région et donc à Lyon. Ce qui serait un sujet particulièrement intéressant pour les chercheurs et donc particulièrement intéressant à signaler dans un catalogue national. Donc dans ces titres, on trouve notamment un ensemble de supports particulièrement pertinents, ce sont les bulletins. On a à peu près 4000 bulletins, bulletins d'associations, bulletins municipaux. Alors dedans, pour vous donner un titre, il y a le bulletin des anciens combattants de la première division de la France libre. Voilà, donc là, il y a quand même un intérêt national à les signaler. Bon, vous avez aussi le bulletin municipal de Crépieux-la-Pape. Bon, voilà. Donc il y a un peu de tout dans ces fonds-là. Vous avez aussi une bibliothèque qui est active au SUDOC PS depuis de nombreuses années, depuis les années 1998 je crois, qui a versé au SUDOC PS près de 2900 notices, 5000 notices, parmi lesquelles vous avez plus de 3000 notices qui relèvent de collections spécialisées, donc ce sont ou de fonds identifiés par les chercheurs, notamment la collection jésuite des Fontaines. Et donc là, on retrouve aussi peut-être un critère de priorisation à retenir dans le projet, celui des fonds qui auraient vraiment un intérêt particulier pour la recherche. Donc c'est des éléments qu'on a partagés dans le groupe de travail avec l'ESR. Donc à terme, pour Lyon, il y aurait aussi un autre ensemble à signaler. C'est une collection qui a été labellisée Colex Percé. Il s'agit de la collection du fonds chinois pour près de 400 titres de périodiques, donc qui ne sont pour l'heure pas signalés au SUDOC PS et qui pourraient rejoindre peut-être un plan partagé de conservation des périodiques. Alors ce serait le plan Europe... Balkan, Central et EBSCO. Voilà. La bibliothèque, elle a aussi un intérêt dans cette mise en cohérence qui serait assez importante pour elle, puisqu'elle a une politique assez active de numérisation depuis des années. Et donc l'idée de lier plus significativement signalement, conservation et numérisation, c'est quand même un enjeu qui serait important pour cet établissement. Puisqu'il y a quand même, si elle figure au SUDOC PS, elle figure aussi dans la presse locale ancienne, et on a notamment des renvois vers près de 430 titres de presse locale qui ont fait l'objet d'une numérisation, qui sont actuellement sur sa bibliothèque numérique, c'est Numélio, la bibliothèque numérique patrimoniale locale de Lyon, mais elle contribue aussi pour 2 titres au plan national de numérisation de la presse qui a été présenté ce matin par la Bibliothèque nationale de France pour le Dauphiné, Libéré et Le Progrès. C'est un travail, je remercie la BNF pour son accompagnement d'ampleur. Et donc c'est vrai que peut-être voir aussi affiler cette thématique, cet enjeu du signalement jusqu'à la numérisation, ça semble quand même quelque chose de très pertinent pour les établissements, surtout si on se met sous le prisme des usages. C'est-à-dire signaler pour quelque chose, signaler pour des nouveaux usages. Et on voit localement qu'on a une très forte demande sur la presse, et notamment sur la presse qui a fait l'objet d'une numérisation dans le cadre de nombreux partenariats autour des humanités numériques avec des laboratoires lyonnais et début d'apparition de projets d'intelligence artificielle qui sollicitent quasiment toujours de la presse, en fait. Voilà. Donc, plutôt un retour local favorable, avec quelques points d'attention toujours, pouvoir lisser ça dans le temps, parce que c'est quand même des gros volumes qui restent à signaler. Et puis, une attention très spécifique que je souhaitais remonter, parce que j'ai pu échanger avec un certain nombre de collègues, d'acteurs locaux, sur l'accessibilité. C'est un point qui a été vraiment au centre de la construction du plan Rhône-Alpes, avec l'idée que des candidatures n'ont pas été retenues parce que les établissements ne permettaient pas l'accessibilité soit en présentiel, soit à distance, soit par le PEB, par de la fourniture à distance de documents. Voilà. Et donc on rajoutera bien volontiers l'accessibilité numérique peut-être au projet.
Merci Cécile. Alors en parlant du fonds chinois, tu as parlé des fonds thématiques, qui est donc pour le coup, autant le ministère de la Culture ne pilotait plus les fonds de conservation, les plans de conservation partagés en région, autant le ministère de l'Enseignement supérieur pilote les plans thématiques, les plans de conservation thématiques. Marie-Odile. Alors, face à ces constats qui ont été décrits en détail, la position du ministère de l'Enseignement supérieur tient compte d'un certain contexte. Déjà, par rapport aux collections qui sont conservées dans les bibliothèques universitaires, un élément de contexte qui est important à avoir en tête, c'est la question de l'immobilier, la question de la place en magasin et de la pression immobilière, notamment sur l'Île-de-France. Donc ça donne un élément de contexte à avoir en tête. Ensuite, quelque chose qui va vous sembler un peu exotique, mais il s'agit des préconisations de la Direction générale des finances publiques, qui a, comme vous le savez, supprimé un certain nombre d'opérateurs de l'État et qui souhaite, pour les opérateurs de l'État qui restent, voire mettre en œuvre des mutualisations. Or, il se trouve que nous avons, nous, la charge de 2 opérateurs de l'État, l'ABES et le CTLES, qui ont des choses à se dire et pour lesquelles un certain nombre de fonctions peuvent être mutualisées. Donc notre réflexion, elle s'inscrit dans ce contexte institutionnel-là. Alors, très concrètement, ça se matérialise par 2 lettres de mission. Une première lettre de mission qui a été adressée en 2022 au directeur de l'ABES lorsqu'il a pris ses fonctions et qui, pour le sujet qui nous occupe, contient à la fois le renouvellement du socle technique du SI de l'ABES, qui peut avoir un impact en réalité sur la réflexion en cours autour du SUDOC-PS et des PCP. Et puis, mais Nicolas en a déjà parlé, justement, il s'est emparé de ce sujet, le soin, l'attention que le ministère souhaitait voir accorder à l'animation des réseaux autour de l'ABES. Et puis en 2024, lors du renouvellement du directeur du CTLES, le ministère a également adressé une lettre de mission au directeur du CTLES dans le contexte de départ de la BNF du site de Bussy-Saint-Georges, qui est aussi un élément de contexte qui vient un peu bouleverser la donne. Et le ministère demande au directeur du CTLES la préparation d'un projet d'établissement, avec dans ce projet d'établissement un projet de service qui contient à la fois la nécessité de travailler à une collection unifiée de conservation qui constituerait une collection nationale de référence à vocation scientifique, et par ailleurs la consolidation de la constitution et de la gestion des plans de conservation partagés pour cette même collection nationale de référence à vocation scientifique. Donc voilà les éléments de contexte. Évidemment, il est apparu très très vite au moment de monter ce groupe de travail qu'on ne pouvait pas travailler MESR seul. On voit bien que tout ça s'inscrit dans un contexte plus global. Et donc nous avons invité à nous rejoindre le ministère de la Culture avec justement nos opérateurs, donc ABES CTLES pour le ministère de l'Enseignement supérieur et BNF pour le ministère de la Culture, avec des représentants des DRAC, avec des représentants des BM, j'espère que je n'oublie pas, avec une représentante de la BPI, avec des représentants des agences régionales du livre et avec la BNF. J'essaie d'oublier personne. Non, on y est tous là. Et des représentants aussi du réseau SUDOC-PS. Voilà, je crois que là j'ai oublié personne, tout le monde. On a même invité un représentant du service interministériel des Archives de France qui est peu venu mais qui a été invité. Et qui reçoit en tout cas les comptes rendus et qui est voilà, de près ou de loin associé. Alors l'objectif, Nicolas en a parlé, il va y revenir, mais côté MESR, nous avons un objectif, un premier objectif qui est d'arrêter l'hémorragie, puisque, comme il le disait, on a des départs successifs d'établissements côté ESR. Et donc, il faut absolument qu'avant la fin de l'année 2024, avant la fin
des avenants, on puisse proposer quelque chose. Alors pas forcément quelque chose de très, très détaillé et très concret, mais en tout cas un document de cadrage qui permettrait d'envoyer des signaux positifs de manière à ce que les établissements côté enseignement supérieur puissent se repositionner. Voilà, donc c'est l'objectif d'ici décembre 2024, d'arriver à un document de cadrage, on peut dire des choses comme ça. Du coup, si je peux enchaîner sur ce que vient de dire Marie-Odile, je pense qu'il y a aussi plus concrètement dans cet objectif des lignes de force qui commencent à se dégager, où on peut commencer à anticiper un petit peu des grandes lignes de ce que pourrait contenir cet accord cadre. Une partie de la difficulté initiale côté signalement, indépendamment de la politique des plans de conservation partagés, c'est que l'ambition années 80-90 d'un signalement exhaustif, il n'y a pas juste la LRU dont je vous ai parlé ou les réallocations de ressources, il y a aussi, pour le coup, ça s'est apparu très très vite dans nos discussions collectives, un consensus qui s'est fait sur l'idée que ça n'était plus aujourd'hui un objectif réaliste que d'avoir un signalement exhaustif, et surtout que ce signalement ne pouvait en aucun cas, dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui et notre culture professionnelle ayant évolué sur ce point, le signalement ne peut plus en aucune façon être une fin en soi. D'où l'idée de nous rapprocher de la problématique des PCP, mais du coup on serait dans ce contexte-là, dans le passage de ce qui est aujourd'hui d'une part des projets de PCP qui ont, comme l'a dit Delphine, plus ou moins de dynamisme et qui ont aussi une grande hétérogénéité, des tailles différentes, un dynamisme différent, des chronologies différentes. Côté signalement, on a absolument besoin de pouvoir dire qu'on fait le signalement pour cet objectif des PCP là, par exemple, si finalement c'est comme ça qu'on rapproche les deux dossiers. Les PCP aujourd'hui, on a besoin du côté de l'ESR aussi de travailler à des problématiques de volumétrie. Il y en a des très petits, même dans les thématiques qui sont pilotées le plus souvent par des bibliothèques installées en Ile-de-France. Il y en a des petits qui sont aux alentours de 250 ou de 300 titres. Et le plus gros, je crois, je serai Julie du coin de l'œil, mais je crois que c'est médecine avec à peu près 10 000 titres. Donc il y a vraiment un grand écart dans les tailles de ces PCP. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin de passer d'une logique où le signalement est un réseau avec des centres régionaux. Et qui dit réseau dit d'une certaine façon qu'il n'y a pas de terminus intem à la démarche, c'est une structure institutionnalisée et qui perdure. Ce qu'on voudrait faire là, si on s'appuie sur les PCP, c'est de passer à des projets. Donc on passe d'un réseau à des projets. Même si un projet de PCP est long, il est quand même censé avoir un début, un milieu et une fin, même si après il a une vie courante et que les états de collection en particulier doivent être maintenus dans la longue durée. On identifie bien dans nos discussions qu'il pourrait y avoir deux problématiques différentes, celle de la constitution ou de la redéfinition de PCP, qui nécessiterait un investissement vraiment spécifique parce qu'on est au démarrage d'un PCP qui a besoin d'être soutenu et mis en place, et une problématique potentiellement séparée de la vie courante d'un PCP qu'on va considérer comme étant clos du point de vue de sa constitution initiale, même si, encore une fois, il a besoin de vivre dans la durée. Si c'est désormais les PCP qui fixent l'architecture nationale de ce travail, du coup, il n'y a pas de façon séparée un réseau de signalement SUDOC PS, il y a des missions de signalement incluses dans des projets de PCP. Et donc c'est vraiment dans cette direction-là qu'on voudrait aller. Sachant que pareil, ça a été dit aussi à la fois par les différents interlocuteurs, en réalité, les positionnements aujourd'hui sur les PCP, mais aussi sur le signalement, faute d'un cadrage absolument explicite, Jérôme l'a dit, au niveau national, et ça c'est vrai aussi côté ESR en réalité, il y a eu le terrain s'est adapté et a fait des choix locaux de ce qu'on privilégiait comme signalement ou de ce qu'on privilégiait comme titre à inclure dans les PCP.
Et du coup, on a des régions qui fonctionnent sur du PCP généraliste, on a des choses très focalisées, petit PCP, grand PCP. Il faudra, si on veut avoir un signalement efficace autour de cette structure, que les règles du jeu soient à peu près claires. Les régions pour lesquelles les centres régionaux SUDOC-PS avaient fait des choix extrêmement généralistes sont les plus compliqués aujourd'hui dans notre réflexion, puisque la logique de généraliste est une logique d'exhaustivité d'une certaine façon, alors que ce qui fait le lien du côté de l'ESR, c'est la thématique, et le plus logique, en tout cas c'est ce qui semble sortir de nos discussions du côté région, c'est le patrimonial et le local. Donc on semble identifier cette logique qui sont, voilà, on a l'impression en tout cas aujourd'hui d'un certain consensus autour de l'idée qu'au niveau régional, il pourrait y avoir l'animation de projets de PCP qui peuvent être au long cours. Hein. Encore une fois, le terme de projet n'implique pas que c'est court, mais simplement voilà, il y a une logique de projet autour du local et patrimonial, et de redéfinir une articulation autour de PCP thématiques qui sont plus naturellement dans l'escarcelle de l'ESR tel que vient de le définir Marie-Odile. Donc les grands axes de politique générale qui semblent sortir de nos discussions de ces 6 derniers mois iraient dans ce sens-là. Et l'ABS, avec le CTS pour la partie ESR, pouvant soutenir un volet signalement dans un projet de PCP plus globalement. Voilà, je crois que je ne trahis pas, Jérôme, à peu près les grands axes voilà, de notre réflexion commune de ces derniers mois. C'est ce qui semble ressortir à ce stade. Alors, c'est ce qui ressort de nos discussions, mais là, on a l'avantage de vous avoir et de pouvoir vous poser des questions et vous faire réagir. Donc moi, je poserai ça plutôt sous forme de questions, puis on va laisser du temps à la discussion, parce que moi, j'ai besoin aussi d'un retour de votre part. Quand je dis vous, je m'adresse plutôt aux bibliothèques municipales, aux bibliothèques qui relèvent de la sphère ministère de la Culture. Côté ministère de la Culture, effectivement, on s'interroge, on va le dire comme ça, sur l'intérêt pour vous, et vous nous direz si vous partagez ou pas, ou si on se trompe, il faut le dire, chacun défendra ses positions, de l'intérêt pour une bibliothèque municipale de signaler dans un catalogue collectif national des titres de périodiques nationaux, des titres de magazines. Alors j'ai toujours un peu cité les mêmes, mais est-ce que c'est intéressant que vous indiquiez dans vos, et peut-être vous ne le faites pas, peut-être certains le font, vous nous direz, que vous indiquiez dans ce catalogue collectif vos Automoto, Le Chasseur Français, Paris Match, Point de vue Image du Monde, Maison Côté Ouest, La Cuisine pour tous. Est-ce que c'est intéressant qu'il y ait un catalogue national qui recense toutes ces publications nationales, généralistes, que vous pouvez avoir dans vos collections, mais que vous avez dans vos catalogues locaux pour votre desserte locale? Est-ce que sur cette presse, ces périodiques très généralistes, ça présente un intérêt d'indiquer dans un catalogue national, si tant est que certains le fassent, je ne sais pas s'il y a des gens qui signalent Maison Côté Ouest dans le catalogue national des publications en série, est-ce que ça présente un intérêt? Nous, vu de Paris, et étant par ailleurs pour moi incompétent, j'ai des grands doutes là-dessus. J'ai des grands doutes. En revanche, je pense qu'il y a des collections de périodiques spécifiques qui sont plutôt rares, pour lesquelles il y a un intérêt pour un plus large public que votre desserte locale à assurer ce signalement. Et effectivement, on pense... Alors, on est dans une journée patrimoine, donc sans surprise, on a parlé de presse locale ancienne, ce catalogue qui a vocation à être le catalogue général de toutes les publications locales antérieures à 1945. Une fois qu'on aura fini la couverture de toute la France, on aura un catalogue. Au départ, ce n'était pas un catalogue, c'était une bibliographie. Mais de fait, avec presse locale ancienne, ça devient ça. Et puis ça peut devenir aussi un catalogue des titres numériques. Parce qu'on a besoin, à un moment, on va avoir besoin d'un catalogue des numérisations de périodiques. Pour savoir si tel périodique est numérisé, on aura besoin pour le coup là d'un catalogue national pour savoir si tel titre a été numérisé. On ne va pas aller se balader sur toutes les bibliothèques numériques de France et de Navarre, et même si elles ont vocation à être aspirées par Gallica, on a aussi un besoin, c'était le lien à la numérisation, d'un catalogue qui nous permette de repérer les titres de périodiques numérisés en global. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on est plutôt parti, mais on vous pose la question,
je ne sais pas si on vous laisse répondre maintenant ou dans le temps de la fin, est-ce que ça présente un intérêt pour les bibliothèques municipales d'avoir un catalogue collectif national exhaustif prenant en compte y compris des publications qui ne sont pas locales, qui ne sont pas patrimoniales, alors qui peuvent intéresser la recherche, mais dans ce cas-là, il y a des plans côté enseignement supérieur thématiques. Donc est-ce qu'avec des plans thématiques pilotés par l'enseignement supérieur et des plans qui seraient pilotés par la culture et qui seraient patrimoniaux et régionaux, est-ce qu'on ne couvre pas l'essentiel de vos besoins en termes de signalement? Voilà la question qu'on se pose et un point central sur la réorientation des plans et du catalogue, puisque les deux choses sont complètement liées maintenant, si vous avez bien compris le raisonnement. Donc c'est une question qu'on vous posera. On s'était dit qu'il y aurait 30 minutes de débat, donc à 15h30 on arrête et c'est une question, si certains veulent répondre, on vous laisse, vous avez 10 minutes pour y réfléchir. Jérôme, on a oublié une petite mention qui est la possibilité pour des collectivités de travailler dans des plans thématiques et inversement. On ouvre aussi cette possibilité-là. Donc la piste serait, je vous ai vu Valérie, mais à 15h30. On va dérouler, après vous aurez tout le temps pour les questions. Oui, l'idée c'est plutôt les plans régionaux patrimoniaux pilotés par la culture, mais avec possibilité pour des BU qui voudraient y participer, d'y participer, et des plans thématiques orientés recherche, avec possibilité pour des bibliothèques municipales qui voudraient y participer, d'y participer. Les choses ne sont pas fermées, mais voilà, c'est un peu ça, une des idées. Alors, du coup, c'est fait jour aussi une autre question. On a plein de questions, mais on réfléchit en ce moment, vous avez bien compris. Du coup, est-ce qu'il y aurait besoin, pour ces fameux titres généralistes, d'informations générales, de magazines qui ne sont pas académiques, qui ne sont pas patrimoniaux, qui ne sont pas d'intérêt local ou régional, est-ce qu'il y a besoin de faire un plan qui serait pas régional, qui serait national, de conservation de ces titres, autour d'un établissement qui a vocation à les collecter tous au titre du dépôt légal éditeur, qui est la BNF. Parce qu'il y a deux possibilités pour ces titres. Soit on considère que la BNF a Maison Côte-Ouest, a la Cuisine pour tous, a priori, au titre du dépôt légal éditeur, a le Chasseur français, a Automoto, elle a tout ça. Donc est-ce qu'on considère que la BNF est l'établissement de conservation unique de ces titres et qu'elle seule conserve ces titres? Ça veut dire que tous les autres, vous pouvez éliminer, parce que derrière les plans de conservation, c'est des plans d'élimination. C'est à double face, on est conscient de ça. Ou est-ce qu'il y a besoin pour ces titres qui ne seraient pas dans les plans locaux patrimoniaux côté culture, qui ne seraient pas recherche, qui ne seraient pas académiques côté enseignement supérieur, est-ce qu'il y a besoin, potentiellement, et c'est une question, la BNF aussi doit contribuer à la réponse, est-ce qu'il y a besoin de constituer autour de la BNF un plan national de conservation pour ces titres que j'appellerais généralistes par commodité de langage. Donc voilà les questions qu'on se pose et sur lesquelles on travaille. L'objectif étant de déboucher d'ici la fin de l'année pour des objectifs calendaires qui ont été définis pour à la fois réorienter le Sudoc PS et puis mettre en place une politique de plan de conservation partagée qui soit coordonnée, puisque on vous présente ça à plusieurs, mais l'idée aussi derrière, et c'est la première conclusion, c'est qu'il faut qu'il y ait un pilotage interministériel dans la durée. Si on lance quelque chose aujourd'hui, il va falloir le suivre et pas dans 3 ans passer à autre chose et vous laisser sur le terrain sans recommandation, sans normes et sans suivi et sans moyens. Et puis derrière, il y a des moyens budgétaires aussi, c'est évident. Il y a des moyens budgétaires. Donc voilà, je ne sais pas si on a livré toutes les questions. Juste aussi, qui n'est pas vraiment une question, mais qui pourrait être plus spécifique sur une des conséquences opérationnelles de ce qu'on est en train de dire. C'est que aujourd'hui, le réseau, quand Marie-Ville dit qu'une bibliothèque territoriale peut participer à un plan thématique et inversement, une bibliothèque de l'enseignement supérieur
participer, ce qui est le cas par exemple de Clermont-Ferrand, particulièrement impliqué dans ce genre de démarche, à un plan local patrimonial. Une des différences de ce qu'on est en train de dire là, c'est que les réseaux SUDOC PS sont des réseaux dans lesquels une bibliothèque entre pour son fonds périodique dans sa globalité. La logique des PCP est toute différente. On y est pour des titres. Donc, ce qu'on est en train de dire aussi, et ça m'intéresse d'avoir votre retour là-dessus, ce qu'on est en train de dire aussi, c'est que si le squelette, vraiment la structuration de ce projet devient le PCP ou les PCP thématiques et régionaux, la participation des bibliothèques aux différents aspects thématiques est au titre en réalité. Donc il y a une notion un petit peu différente de la relation au réseau qui est implicite mais qui vaut le coup à mon avis d'être explicitée dans ce qu'on est en train de dire. Et ça aussi, voilà, ça m'intéresse d'avoir votre sentiment par rapport à ça. Bon, je propose qu'on ouvre la discussion. Ma voisine a déjà demandé la parole pour répondre à une question. Oui, merci beaucoup. Je voudrais en effet pouvoir prolonger finalement ce que vous avez dit aussi, Cécile, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit que ces plans existent, au moins 10, voire 11 ou peut-être un petit peu plus, plans existent, il faut aussi avouer que la dynamique s'essouffle. Voilà, la dynamique s'essouffle. Je me fais l'écho vraiment des retours des collègues, hein, avec d'une part des engagements de bibliothèques hein, qui sont constatés parce que là où la place manque, là où les crédits baissent et qu'il faut faire des choix d'abonnement, là où le renouvellement des équipes aussi fait perdre le sens de ces projets. Il y a ces problèmes-là qui sont constatés, et puis vous l'avez exprimé, c'est-à-dire les correspondants SUDOC n'ont pas toujours le temps, ou en tout cas la mission, avec un temps qui est consacré à ces plans qui s'est réduit, et qui, encore une fois, puisque ce copilotage est nécessaire à un bon fonctionnement des plans, on en voit aussi l'impact. Donc ce projet de relance, du coup, qui est en réflexion, ouvre des perspectives intéressantes. C'est ça, c'est le retour aussi que les collègues faisaient. Ils sont tout à fait très intéressés et pour y contribuer. Et bien sûr dans leur mission de coopération tout à fait à leur place par rapport à cet enjeu-là, avec là aussi, comme vous l'évoquiez, un certain nombre de points de vigilance que peut-être je peux me permettre de partager, pour revenir un peu à ces fondements de ces premiers plans. La marche va être plus ou moins haute à franchir, si c'est vraiment la direction qui est choisie. Pour certains territoires, la marche sera très haute à franchir. Là où on est encore en effet sur des plans qui sont des plans de presse généraliste, des périodiques vivants, où il n'y a pas du tout d'ouverture à la presse locale, il va y avoir un accompagnement important. Alors c'est là où justement cette perspective peut-être d'un plan malgré tout national en lien avec la BNF peut ouvrir une porte intéressante, une issue favorable pour des collections constituées patiemment, et du temps consacré, là où les axes thématiques, en effet, pourront peut-être être une voie aussi de rebond. Il va bien sûr y avoir, vous l'évoquiez Jérôme, la question des moyens qui vont être alloués, puisque si en effet les SRL sont invités à s'inscrire hein, dans ce plan, le changement d'orientation, on voit bien, va nécessiter un accompagnement, une coordination, d'autant que certaines SRL devront peut-être parfois se mobiliser sur plusieurs plans. Si l'échelle est celle des anciennes régions, si l'ambition est qu'il y ait un plan par ancienne région, c'est pas le cas aujourd'hui, il va y avoir peut-être parfois 3 plans ou davantage, 3 plans à accompagner. Et parfois le plan n'existe pas, il faudra le créer. Donc voilà, il y a ces points de vigilance-là que souhaitaient partager les collègues, avec aussi, j'ajoute, la question des outils pour permettre à ces plans d'être efficients, et pour les collègues, cette nécessité de bien penser les périmètres des plans via un repérage préalable des titres et un référencement solide pour démarrer sur des bases qui ne seraient pas partielles en fait, qui permettraient d'aller assez vite sur quelque chose
d'assez complet par rapport à l'objectif visé. Et puis juste, voilà, pour terminer là-dessus, je me fais l'écho également d'une proposition des collègues qui serait de travailler collectivement à un outil méthodologique qui permettrait de réorganiser certains plans sur la base qui sont discutées, si elles sont donc adoptées, pour faciliter les prises de décision. Voilà, encore une fois, dans cet objectif d'accompagnement et pour avoir un document national pour structurer de façon commune et se donner un fil conducteur. Voilà. Et encore une fois, comme vous le disiez, de ne pas avoir des réalités très différentes, mais d'avoir une marche commune. Alors, la parole à la salle. Valérie, tout à l'heure, avait levé la main. Elle est derrière, elle est 3 rangées derrière vous, puis le micro reviendra. Merci beaucoup, Valérie Luison de Bibliothèque nationale de France. En fin de compte, je voulais revenir sur... il y a plusieurs choses qui s'entremêlent. On se retrouve à la fois avec une réflexion sur les plans, une notion de signalement, un enjeu numérique, et en même temps, tout est lié. Une chose toute bête, pour toute action de numérisation actuellement, on demande en amont du signalement. C'est marqué dans nos conventions de coopération numérique. C'est-à-dire, vous signalez au SUDOC PS. Pourquoi ? Une fois que l'ouvrage est numérisé, si je reprends l'outil presse locale ancienne, on peut déjà accéder à la numérisation une fois qu'elle est faite. En fin de compte, presse locale ancienne s'articule sur le pivot et sur le catalogue du SUDOC PS. Chose intéressante. Pourquoi ? Les états de collection. Les états de collection, ils sont le plus précises possible sur le SUDOC PS. Donc on se retrouve là, comment dire, à une croisée de chemin, en fin de compte. On a multiplié nos outils, mais ils sont tous intéressants. Alors, vous allez me dire, il faut qu'on fasse un choix. J'aime bien, moi, l'articulation sur le côté local, régional, et le côté enseignement supérieur. Mais il y aura des trous dans la raquette sur les thématiques. Parce que les thématiques, il y a des choses qui ne sont pas couvertes. Toutes les thématiques ne sont pas forcément couvertes. Et sur l'actualité, la presse d'actualité, à la fin, elle va devenir patrimoniale au bout d'un moment. Le temps fera qu'elle deviendra patrimoniale. Donc, où on se situe? Est-ce que la BNF pourra tout porter pour la presse d'actualité? C'est une vraie question. Là, parce que là, on va mettre kilomètre... L'actualité nationale. Ah, nationale. Nationale. Ouais. L'actualité régionale. Ça limite. Ça va dans limiter. les plans régionaux. Mais il faudra vraiment s'accorder, et je pourrais dire que c'est ça qui sera interaction actuellement, ce sera vraiment pour une fois s'accorder sur l'ensemble du territoire national. Et donc là, je pense que l'enjeu est intéressant. Voilà. Pour ma réflexion personnelle. Mais je voulais revenir sur la notion déjà d'accessibilité, de numérisation sur l'outil presse locale ancienne, et surtout sur cette notion essentielle du signalement des états de collection, qui pour moi, là, il y a quand même déjà un fort enjeu actuellement. Non, mais vous avez tout à fait raison. Toutes les briques s'assemblent. Et il y a une brique qu'on a citée comme ça par allusion, mais qu'on peut rajouter, qui est le dépôt légal imprimeur des périodiques. Non, non, mais... Donc, toutes les briques, actuellement, on peut les rajuster. La réflexion, c'est d'organiser cette brique du dépôt légal imprimeur, du signalement avec 2 outils qui sont liés, le SUDOC PS, presse locale ancienne, la nécessité de signaler numérisation, on bascule sur le plan de numérisation, conservation physique, des problématiques liées au magasin, à l'immobilier, liées à des évolutions institutionnelles, logistiques et autres. Donc on a tous les éléments là et c'est le moment d'essayer d'assembler le mieux possible de manière pragmatique, en tout cas c'est le point de vue du ministère de la Culture, de manière pragmatique, même s'il faut qu'il y ait des lignes forces, hein, si on se dirige vers un plan national, sur savoir si ancienne région, nouvelle région, de notre point de vue on est ouvert, c'est-à-dire on sait qu'il y a des... Ça a été dit tout à l'heure pour la Nouvelle-Aquitaine, je ne sais plus sur les PSBC, disant la Nouvelle-Aquitaine c'est énorme. Donc on ne peut pas, la Nouvelle-Aquitaine, traiter... Bon, ben, voilà, on sait que la Nouvelle-Aquitaine, c'est une région... Non, il y a des régions qui n'ont pas bougé, qui n'ont pas fusionné, hein, qui sont à taille humaine, si j'ose dire. Pays de Loire, ça n'a pas bougé. Centre-Val de Loire n'a pas bougé. Hauts-de-France, on a fusionné, certes, mais Hauts-de-France reste maîtrisable. Donc, dans certaines régions, pour y avoir un plan local,
calé sur les nouvelles régions. Dans d'autres régions, du fait de la taille des régions ou du fait d'un travail vraiment actif sur place et qui serait dommage de casser, Je pense notamment au travail assez remarquable, j'ai l'impression, qui est fait à Clermont-Ferrand pour la région Auvergne. S'il y a un truc qui marche à Clermont, s'il y a quelque chose qui marche bien en Rhône-Alpes, on va peut-être garder Auvergne d'un côté et Rhône-Alpes de l'autre. Et tant pis si ça a fusionné, c'est pas grave, on peut avoir une certaine souplesse. Voilà, ça prendra du temps, si on y va, ça prendra du temps. On va pas claquer des doigts et demander un changement tout de suite, ça se fera sur plusieurs années. On a une vision pragmatique des choses et on est respectueux du travail qui est fait sur le terrain. C'est très facile de supprimer, c'est beaucoup plus compliqué de créer et donc on est très respectueux de ce qui est fait sur le terrain. Alors il y a des choses qui pourront bouger, puisqu'on nous demande une politique, peut-être qu'on va la coucher, après elle sera là, il faudra faire avec. Donc certains peut-être regretteront de nous l'avoir demandé, mais bon, c'est comme ça. Voilà, je suis trop bavard. Qui d'autre voulait intervenir? Alors. Sarah. Sarah, puis Lucine. Bon, allez. Empêcher de parler. Je dirais que le problème il est complexe parce que si on doit décider de ce qu'on... Enfin, ce qui est sûr, c'est qu'on a tous besoin de place. Que les périodiques, une des problématiques des périodiques, c'est que ça prend beaucoup de place. Une chance, c'est qu'on partage beaucoup de collections. Mais comment décider de ce qu'on doit conserver si on ne sait pas ce qu'ont les autres et ce qu'ont vont conserver les autres? Donc il y a plusieurs niveaux en fait dans un catalogue. Dans un catalogue comme le SUDOC, aujourd'hui, il y a qu'est-ce qui est possédé par qui et sur quoi on s'est engagé à la conservation. Mais pour s'engager sur la conservation, on a besoin aussi de savoir si une chose est rare ou pas. Et comment on sait si elle est rare ou pas si on n'a pas tous les signalements? Donc pour moi, c'est un problème assez insoluble. Ou alors, ça veut dire qu'on travaille dans l'autre sens, c'est-à-dire que d'abord on décide de ce qu'on veut conserver, mais en dehors de toute référence à une rareté potentielle, et simplement sur des thématiques qu'on déciderait d'avoir. C'est une logique, évidemment, qui nous risque peut-être des trous, mais peut-être que c'est quelque chose qu'on devra assumer à un moment ou à un autre. Mais voilà, alors après, nous, on a pris parti à Rennes de signaler tous nos périodiques. Ça nous a pris plusieurs années dans le SUDOPS, mais notamment ceux du dépôt légal imprimeur, dont on s'était toujours dit que ceux-là, on avait un engagement de conservation. Et donc, si on avait qui deviennent prioritaires dans le signalement, c'était ceux-là. Donc ça y est, c'est fini depuis l'année dernière. Mais du coup, maintenant, le fait d'avoir tout signalé nous permet de faire un retour sur la collection, de mieux la connaître, de mieux la qualifier. Et on va sans doute maintenant faire une deuxième couche de sélection. Mais on ne pouvait pas passer à la deuxième phase sans être passé par la première. Donc voilà, c'est ma réflexion à ce jour. Juste un élément de réponse sur cette question de foutre la poule entre guillemets. Aujourd'hui, si on voulait faire le signalement préalable de façon complète, ce serait pour nous un retour à la case départ. L'ambition n'est plus réaliste aujourd'hui, étant donné les moyens alloués sur le sujet et la temporalité que ça impliquerait, fait que la problématique PCP qui interviendrait chronologiquement derrière ne serait plus réaliste. Donc ça ne résoudrait pas notre problème, ça n'aurait pas plus lieu en réalité. Par contre, on peut effectivement, ou bien comme vous l'indiquez, prendre d'une certaine façon des pétitions de principe sur le sujet, sur des choix thématiques et ça. Il y a aussi, mais là ce serait vraiment à instruire opérationnellement et voir quel est le bon curseur, il y a probablement la possibilité d'identifier des titres, des bibliothèques qui possèdent des titres, même si la finesse de l'état de collection n'est pas celle idéalement qui correspondrait à un signalement vraiment complet, mais d'avoir quand même suffisamment d'éléments d'information pour pouvoir prendre en termes de PCP des décisions informées, on va dire ça comme ça, mais qui ne nécessitent pas pour autant le travail complet de signalement
laptop sous le bras, fascicule par fascicule dans les magasins. Donc il y a un curseur à trouver et un aller-retour à trouver entre suffisamment d'informations pour prendre des décisions de conservation collective, sans pour autant mettre la ressource nécessaire pour aller absolument au bout du processus, tout titre confondu, pour finalement décider que seulement certains ne seraient pertinents que pour les périodiques. Aujourd'hui, et pareil, Julie me corrigera si je dis une bêtise, mais j'ai en tête à peu près 35 à 40 000 titres dans les PCP et 500 000 titres au catalogue. Donc on ne peut pas clairement attendre de savoir qui a quel fascicule sur les 500 000 titres pour pouvoir décider ce qu'on va faire sur les PCP. Ça n'est juste pas matériellement possible. Après, quel est le curseur à trouver là-dedans? Il y a probablement des solutions à trouver malgré tout. Alors, Lucie Aquet et puis Valérie, on vous a vu. Lucie. Et puis j'ai une question Emmanuel. Peut-être plus précise. Je me pose la question de l'accès au public. C'est quand même aussi le cœur de notre projet. Et notamment de l'idée évoquée de conserver par exemple la presse d'information et d'actualité nationale vivante à Paris ou à Amiens, donc une presse sous droit. Et moi, ça me pose beaucoup de questions de me dire que, alors c'est sûr que pour Cuisine Actuelle, c'est peut-être moins prioritaire, mais en ne conservant pas Le Monde, Libération, Le Figaro, eh bien en fait on ne donne pas accès à notre public à ces titres. Et selon moi, du coup, il y a une atteinte à l'égalité de traitement des usagers. C'est-à-dire que tout le monde n'habite pas à Paris et donc forcément, si on a un usager qui nous demande un numéro du Monde de 2017, on ne pourrait pas lui fournir. De sorte que, alors peut-être qu'il y a un projet qui pourrait compenser ça, c'est si vous pouviez faire un Gallica intramuros qui avait délocalisé dans la bibliothèque, un peu comme l'INA, ce que fait l'INA. Et peut-être que ça serait une solution, enfin voilà, ça c'est très ambitieux. Mais voilà, j'aurais voulu avoir votre sentiment sur ça. Alors, je vais faire des réponses qui, je pense, ne vont pas vous satisfaire. Déjà, sur les titres que vous citez d'information générale, il y a un certain nombre d'éditeurs qui numérisent leurs archives. Et certains le font, du reste, en collaboration avec la filiale de la Bibliothèque nationale de France, BNFP. Donc moi, je pense que pour des titres vivants, nationaux, je pense que ces titres vont numériser, ça a été indiqué ce matin. Alors effectivement, on va être sur un accès payant, on ne va pas être sur le même accès, hein. On va être sur un accès payant. Bon. Après, moi, il y a une très grande liberté qui sont laissées aux bibliothèques municipales. Donc Lucie, si vous voulez garder Le Monde, franchement, ce n'est pas le ministère de la Culture qui viendra vous reprocher quoi que ce soit. Je veux dire, la politique, la seule chose, c'est que nous, ça ne fera pas partie des plans pour lesquels on va aider. C'est tout ce qu'on dit. Après, chacun est libre de conserver. Et si vous considérez que c'est important pour les Havrais d'avoir des titres qui ne seraient pas des titres locaux, parce que ça, je ne doute pas que vous les gardiez, vous ne posez même pas la question, mais que vous ayez l'équipe, par exemple, prenons ce titre au hasard, bien sûr, libre à... ça ne se substitue pas à la politique de l'établissement, la politique documentaire, et qui a une très grande liberté, de même que vous pouvez décider de patrimonialiser et vous réglez la question comme ça. Vous dites, quand vous prenez les fonds patrimoniaux, moi je décide que chez moi l'équipe c'est patrimonial, et comme ça je rentre dans le dispositif du ministère et je peux bénéficier de son aide parce que l'équipe c'est patrimonial chez moi. Je vous ai donné l'astuce pour régler le problème. Mais voilà, après il y a une certaine liberté. Donc votre question mérite d'être posée. C'était un peu aussi la question du plan national sur ces titres-là autour de la BNF. Hein. C'était derrière la question, c'est est-ce que ça fait sens qu'il n'y ait que la BNF qui conserve l'équipe. Alors je suis sûr que l'équipe sera conservée dans plein d'endroits, mais c'est une vraie question, c'est une vraie question. Valérie il parlait aussi sur la presse d'actualité, c'était cette question-là. Qu'est-ce qu'on fait sur ça? Il faut le traiter, c'est devant nous. Moi j'ai pas de réponse, j'ai pas la réponse. Moi je vais rebondir sur ce qu'a dit M. Moore. Oui, je suis d'accord avec vous. On va pas attendre de se dire, il faut calculer, se dire au fascicule près ce qu'on va faire pour faire. Et pourtant, actuellement, là, je prends juste un exemple, justement, titre de référence, on est dans la collection Berry-République. Tu m'arrêteras, rien n'était juste devant moi. On se dit, bon, la BN le possède, la BN a numérisé, mais la BN n'a pas la tête de collection. Juste pour faire ce titre, 4 partenaires ont été nécessaires. La BM de Bourges,
ici présente, les allées du Cher et l'ABM d'Orléans, contactés à la dernière minute des polygars imprimeurs. Merci des polygars imprimeurs. Des fascicules qui étaient totalement absents. L'embêtant en plus, en parallèle, on est avec un titre vivant. Jamais oublié. Donc bilan, on a eu besoin de tous ces acteurs pour numériser le Berry républicain de son premier fascicule jusqu'au dernier, bien sûr, d'un point de vue du droit, au niveau libre de droit. Donc, on peut se retrouver dans une situation où, actuellement, on peut désherber. On a le droit, on se dit, bon, on regarde au titre, l'ABN le possède, et au final, ben, l'ABN n'a pas la tête de collection. Donc, je te passe la parole, Ariane. Oui, juste pour compléter, effectivement, je pense que pour les titres de presse vivants, mais avec des fascicules anciens, la question se pose quand même autrement que pour les titres, enfin, que pour les fascicules récents. Puisque, outre l'état de collection, il faut voir, enfin l'état, on va dire, les notices, pardon, je vous parle après. Il y a aussi l'état matériel qui est à prendre en compte, notamment pour les projets de numérisation. Et par ailleurs, si je peux glisser aussi une question, je me demandais, c'est pas un peu extrême de passer de plusieurs établissements qui conservent de la presse généraliste à un seul sur tout le territoire? Si on dit que la presse d'actualité est conservée uniquement à la BNF? Ouais, j'ai un peu peur, cette réponse me fait un peu peur de dire qu'il y a un seul établissement. Mais c'est pas moi qui répondrai tout seul. De toute façon, c'est un travail collectif, hein, je vous rassure. Donc ce qui me rassure, c'est qu'on ait fait ça en collectif. Et je pense que collectivement, on est bien plus intelligent que seul. Donc je pense que c'est un sujet qui est devant nous. Hein. C'est un vrai sujet. Je pense qu'on est tous conscients là. On fera en sorte de ne pas faire de bêtises. Oui, je voulais compléter aussi, en prenant la parole après plusieurs interventions, dire un petit mot du plan de conservation partagé porté par l'ex-région Champagne-Ardenne et dont l'opérateur est Interbibli. Et aujourd'hui, on essaime sur la grande région, quand même 10 départements, avec également des pratiques totalement différentes. Mais dans le plan de conservation initial, il y a une dimension qui est quand même importante, qui est celle, bon, bien sûr, d'un conservatoire, d'un certain nombre de titres, mais aussi de services au public. Et voilà, hein, dans une future configuration, et c'est ce que disait voilà, la collègue du Havre, voilà, hein, qu'est-ce qu'on fait avec ça, hein, voilà, la question de l'accessibilité, hein, elle est plus pleine et entière, hein, et on parle beaucoup aussi pour les bibliothèques territoriales de proximité, hein, c'est quand même quelque chose qui est vraiment à prendre en compte, même si la dimension conservatoire est bien évidemment très, très importante. Ouais, moi je voudrais juste dire une chose, je pense qu'on est tous à notre niveau responsables de notre politique de conservation. C'est notre responsabilité. Maintenant, pour l'exercer de manière pleine et entière, on a besoin d'outils pour identifier justement voilà, ce qui va être de notre responsabilité peut-être unique dans certains cas, ce sur quoi on peut s'appuyer sur d'autres collègues, et en cas d'élimination, réfléchir vers qui on peut rediriger, quelle collection on peut compléter. Donc il y a des étapes différentes. On doit, chacun dans notre établissement, se faire notre propre politique. Je crois que ça c'est important. Enfin, voilà, on ne va pas se reposer sur une politique nationale uniquement. S'il y a une politique nationale, tant mieux, elle nous aidera. Mais on peut aussi avoir une politique locale et qui correspond à nos propres... Voilà, et si effectivement la presse d'actualité nationale est importante à notre niveau à nous, cherche pour nous de faire nos choix. Mais on ne pourra faire ces choix vraiment bien que si on a une vision de ce qui se passe plus largement. Et moi, en tout cas, moi à mon niveau, le niveau régional ne m'intéresse pas plus que ça. Parce que je pense qu'il n'est plus pertinent aujourd'hui face aux défis qu'on a à résoudre. Parce que seules les grosses bibliothèques aujourd'hui vont vraiment s'engager dans la conservation. Ça c'est mon point de vue. Oui, bonjour, Aude Terstapan, directrice adjointe du pôle services et collections à la BNU.
Je voulais revenir un petit peu sur le cas de la BNU et l'expérience des PCP qui est la nôtre. Il y a plusieurs logiques qui se font jour pour l'instant. On a une grande pratique de PCP très diversifiée. On a 5 PCP thématiques nationaux, sans portage, sans coportage, sans participation, antiquité, histoire, allemand, philo et EPCO avec l'Europe balkanique dont on a parlé tout à l'heure. Donc l'expérience a été extrêmement positive en termes de signalement et d'état de collection, ce dont on a parlé tout à l'heure. Et puis on est en train de se lancer dans un PCP de site universitaire strasbourgeois, là, avec tous les établissements universitaires strasbourgeois et aussi tout particulièrement le SBU, l'Université de Strasbourg. Et là, on est dans une autre logique, on est dans une logique de stockage et d'accessibilité. On a parlé des problèmes de stockage d'Île-de-France. Au niveau de la BNU, on n'a quasiment plus de stockage, tout particulièrement pour la presse. On est en train de désherber des titres de presse internationales, parce qu'on a évidemment toute une grille de critères, et en particulier des usages. On a déjà désherbé, il y a un an, Haaretz, par exemple, qui était un titre qui était très peu présent sur la scène nationale, mais pour lequel personne n'a voulu, que personne n'a voulu reprendre. On s'était aussi tourné vers le CTLES et vers d'autres grandes bibliothèques. Donc on a ce problème de place, qui est un problème vraiment extrêmement urgent. Et donc ce PCP nouveau qui est en train de se développer de site universitaire strasbourgeois, il répond à cette logique-là, il est intéressant pour nous aussi. Là, on est beaucoup plus dans une logique de désherbage et dans l'idée de constituer une seule collection à Strasbourg. Et du coup, là, la logique d'accessibilité, évidemment, demander à un lecteur de faire 500 mètres, c'est quelque chose de complètement envisageable, ça ne pose pas de gros soucis. Alors, ça ne va pas résoudre nos problèmes de stockage, parce qu'on fait des trous, donc c'est la bonne politique, c'est la bonne gestion des magasins, mais on a quand même bien conscience que ça ne va pas être la baguette magique non plus. Mais je vais passer aussi la parole à ma collègue Florence Aprilé, qui est juste à côté de moi, et là cette fois-ci au titre de la gestion du centre Sudoc PS, aussi à la BNU. C'est aussi une autre expérience intéressante. Oui, alors du coup c'est l'Alsace qui a essayé de rejoindre le PCP Grand Est, qui a changé de nom un peu à cause de nous, beaucoup en fait, puisqu'on ne pouvait pas rejoindre le PCP Champagne. Avant vous. Voilà, donc ça a aidé, donc il a changé de nom pour pouvoir nous accueillir, et puis au final, ça va changer sans doute, puisque c'est du local, et que nous on serait très intéressés par faire un PCP Alsace. Voilà, donc un autre PCP dans la région. Plus petit, mais parce qu'on a une identité assez forte en fait. Et du coup, on a 70 bibliothèques non déployées, je crois, à peu près dans le Sudoc PS. Et j'ai aussi des bibliothèques d'associations qui ont des fonds très très intéressants. Les sociétés d'histoire, d'archéologie, tout ça, qui conservent et qui ont des fonds très intéressants de périodique alsatique. Donc du coup, cela ne rentrerait pas enfin voilà. Alors eux, ils m'ont dit qu'ils n'ont pas la vocation à conserver parce ils peuvent disparaître du jour au lendemain, comme c'est des associations, et que c'est pas eux qui conserveront. Bon, ils sont là depuis un certain temps quand même. 150 ans, mais voilà, donc, mais eux ne se sentent pas de prendre cette mission-là. Voilà, donc voilà, c'était juste pour vous parler du cas spécial de l'Alsace. Voilà. Donc ce serait aussi dans une logique à la fois régionale et patrimoniale du coin. Je ne me prononcerai pas sur l'Alsace, mais en revanche, vous avez bien fait de noter ces bibliothèques, notamment de sociétés savantes, qui pour certaines d'entre elles conservent des collections très rares et très précieuses. Donc c'est un sujet aussi. Les périodiques, qui elles aussi ont des problèmes de magasins, ont aussi important que nous, sans avoir forcément le même financement que la puissance publique, même si elles sont souvent subventionnées. Donc c'est un vrai sujet, la question de voir dans notre réflexion sur un texte et bibliothèque de sociétés savantes. Sébastien voulait... Oui, pour la BNF, je rebondis sur ce que disait ma collègue Valérie tout à l'heure. Pour centrer un plan de conservation sur la BNF, sur des titres généralistes ou nationaux, il faut toujours se méfier quand même, parce que on récolte pas mal
pas mal de périodiques, pas mal de fascicules, mais malgré tout, il y a aussi des trous dans la raquette quand même. Donc en fait, il y a quelque chose à articuler sans doute. Enfin, j'allais dire, sur ce plan-là, on ne peut pas sans doute le faire tout seul. Et peut-être pour lever une ambiguïté, la BNF n'est pas à l'initiative de ce plan-là. Pour le moment, on n'en a pas encore discuté. Je pense que ça doit se discuter avec entre la direction de l'établissement et le ministère pour voir comment ça peut s'articuler. Parce qu'il y a aussi, sur un plan de cette taille-là, il y a sans doute aussi la question des moyens qu'on met en œuvre pour arriver à ce niveau-là. Et à la base, il y a la question du signalement des états de collection de la BNF, des périodiques de la BNF. Parce que si on veut se positionner par rapport à la BNF, il faut savoir ce qu'il y a à la BNF et ce qu'il n'y a pas. Et donc se pose la question aussi pour la BNF de ces états de collection et du signalement de ces états de collection, qui est un sujet qui fait partie de la question. Oui, merci. Donc, si on part effectivement sur cette idée qu'on recentre donc les efforts sur des plans de conservation partagés qui soient régionaux, patrimoniaux et thématiques d'autre part, bon, tout ce qui a été dit me paraît très intéressant sur éviter les trous dans la raquette, structurer les choses, etc. Mais au fond, que deviennent les CR? Quel sera leur nouveau rôle? Quels seront leurs moyens? Alors, sans vouloir trop m'avancer, puisque vous avez bien compris qu'on est en cours d'instruction, les CR à proprement parler n'existeront plus dans ce contexte. C'est-à-dire qu'on, comme j'aime le dire, on va marier le SUDOC-PS et le CTLES enfin, pour la partie thématique. On va marier le SUDOC-PS et les agences régionales du livre pour la partie régionale. Enfin, en tout cas, l'organisation telle qu'elle a été décrite par Nicolas en préambule n'existera plus. Donc il faut qu'on invente une nouvelle structure. Donc Jérôme a parlé du comité de pilotage à l'échelle nationale qui nous paraît absolument indispensable. Ça, il faut absolument qu'on maintienne cette cohérence à l'échelle nationale. Mais bien évidemment, après, il va falloir construire le fonctionnement de ces PCP SUDOC-PS, je ne sais pas comment les appeler, qui comprendront à la fois des collègues qui s'occuperont de conservation et des collègues qui s'occuperont de signalement. Parfois, je sais que sur le terrain, ce sont les mêmes personnes. Mais il va falloir l'organiser. Alors, par ailleurs, sans vouloir... Par rapport à des PCP qui fonctionnent déjà avec des dynamiques, avec des implications aussi bien effectivement des services régionaux pour la lecture, pour le livre, que de responsables de CR ou de pilotage de CR, comment ne pas perdre finalement cette dynamique et cette implication? C'est ça que je voulais dire. Alors, il y a clairement là-dessus, on n'a pas encore la réponse, hein, mais il y a un élément, je pense, qui est important d'avoir en tête, c'est la chronologie qu'on a évoquée un peu en filigrane à divers moments de notre discussion. L'urgence, ici, elle est d'ici la fin de l'année civile de pouvoir afficher de grands axes stratégiques collectifs. Notre idée, c'est que si on est capable de faire ça, y compris pour les établissements qui aujourd'hui portent des centres régionaux SUDOC-PS, on est capable de leur donner une projection et une trajectoire. Le pari étant que, du coup, ils nous donneront un peu de temps d'instruction opérationnelle pour justement répondre collectivement à ces questions-là. S'ils voient, ils entendent et ils comprennent et ils adhèrent à la trajectoire politique générale qui est donnée. Donc on a besoin d'arriver assez rapidement dans les quelques mois qui viennent à un aboutissement de ces discussions sur les grands axes,
Après, on aura clairement besoin de temps d'instruction opérationnelle. Notre idée donc étant que si l'élan politique, du cadrage politique est suffisant, ça nous donnera ce temps opérationnel pour répondre à ces questions. On avait promis la fin de la table ronde à 16h. Il est 16h. Pour être honnête, on a aussi un train pour Paris dans 45 minutes. Je ne suis pas sûr que ça mérite d'être enregistré. Donc je vous propose qu'on mette fin à cette séance. Vous voyez que c'est un sujet très riche et qu'il y a des choses qui se réfléchissent. Je pense qu'il faudra voir comment pouvoir revenir avec vous. C'est une réflexion qui doit être vraiment collective. On peut fixer un cadrage au niveau national, mais on a bien entendu qu'il y avait besoin d'outils, il y a besoin de méthodes. Donc je pense qu'on prendra le temps qu'il faut. Soyez juste assurés que le sujet va être traité. C'est tout ce qu'on voulait. Et je pense que vous êtes conscients là que de ce côté-là, on a pris le ballon. Donc c'est un sujet qui va être traité, on prendra le temps qu'il faut, mais on va avancer et les choses vont certainement bouger sur ces questions périodiques. C'est important, il faut le faire en parfaite intelligence, en dialogue, pour éviter de faire des bêtises et puis se donner le temps d'évoluer collectivement vers un modèle qui serait partagé entre nous. Merci beaucoup pour votre attention et puis pour votre participation à ces journées. Traditionnellement, on donne le lieu de la journée suivante à la fin de la séance. Je laisse la parole au maître de cérémonie, c'est Pierre-Jean Herman qui va vous dire où on se retrouve l'année prochaine. Voilà, merci en tout cas à tous de votre présence, de votre participation active à ces journées. Donc nous avons le plaisir de vous convier dans la belle ville de Nantes, voilà, pour les JPE 2025. Je sais si Marion est encore là. Merci de vous accueillir l'an prochain à Nantes. Les dates vous seront communiquées très prochainement à la rentrée de septembre. Et puis un très très grand merci aux équipes d'Interbibi, sans qui ces journées n'auraient pas pu avoir lieu. Je remercie à sa directrice Carole, debout Carole. Merci infiniment à Ariane et aux autres collègues qui ont dû regagner Chalonne et qui étaient là jusqu'à hier. Merci aussi aux collègues de Colmar, Rémi,